Pas bien long. Salut. Ça sera pas bien long. Voilà. Donc, je pense qu'on est prêt. Super. Donc, bonjour, mon nom est Patrick Charland, je suis professeur titulaire au département de didactique à l'Université du Québec à Montréal. Je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui. Je suis également co-titulaire de la chaire UNESCO de développement curriculaire, puis c'est un peu dans ce contexte où Henri m'a approché pour participer à cette journée qui me semblait fort intéressante. En toute transparence, mon expertise est loin de la formation professionnelle, quoique pour avoir collaboré sur un certain nombre de projets en Afrique de l'Ouest, en formation professionnelle comme spécialiste en curriculum, j'ai eu l'occasion par le passé là, de travailler avec un certain nombre d'experts en formation professionnelle sur différents projets que j'ai trouvé fort intéressants. Peut-être mentionner que je suis moi-même expert, je dirais, en didactique des sciences et de la technologie. Le sens de ma présentation aujourd'hui est notamment de rapporter un certain nombre de travaux sur des concepts qui sont centraux au niveau de l'enseignement en ligne et notamment celui de l'engagement. Donc, le concept qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux de recherche est celui de l'engagement et c'est en ce sens-là que je présenterai des travaux dans le contexte notamment de l'apprentissage des sciences. Je m'intéresse notamment à l'idée de collecter des données en temps réel à partir de capteurs qu'on utilise notamment dans les neurosciences. Donc, on collectera et je vous présenterai des données qui présentent, des données neurophysiologiques qui présentent, je dirais, différents paramètres physiologiques qui sont captés durant l'apprentissage et ça de manière à compléter puis à mieux comprendre nos connaissances en sciences de l'éducation. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui pour, je dirais, revenir peut-être à la base et de vous parler de mémoire, qui est un concept de base associé évidemment aux sciences de l'éducation, mais qui aura peut-être, je dirais, une résonance intéressante et particulière dans cette idée où nous retournons tous à la base d'enseigner dans des nouveaux contextes, dans des nouveaux environnements, avec de nouveaux outils. Et pour vous engager, vous, dans le début de la présentation, on fera même un atelier et on testera votre mémoire. Le but est d'aborder peut-être un certain nombre de messages clés qui pourraient prendre, je dirais, une importance certaine en formation en ligne, et notamment quant à l'idée d'engager les apprenants, et notamment un deuxième élément que j'aborderai rapidement, qui est celui de l'importance de la rétroaction. J'ai moi-même commencé à enseigner en ligne au printemps dernier. J'ai eu à partir de zéro complètement, puisque vous avouerai que j'étais bien dans mes pantoufles de prof à l'UQAM, de formateur d'enseignant de sciences au secondaire. Et à travers cet apprentissage grand V, j'ai découvert un certain nombre de ressources et d'outils que je pourrais rapidement, en fait, simplement vous partager. Il est à noter que ma présentation sera disponible ensuite et les hyperliens, vous pourrez évidemment les consulter. Et on terminera par un certain nombre de questions et de commentaires là, qui pourront être prises par les différentes personnes là, qui soutiennent cette présentation. La mémoire. Donc, pour commencer, je dirais cet atelier, puis ça fait déjà un certain temps que vous êtes tous à écouter peut-être activement, mais somme toute un peu passivement quand même, sans que ce soit une critique à mon collègue Henri. On va commencer par un petit test de mémoire. Donc, je vais évidemment vous faire confiance. Normalement, je fais ce genre d'atelier avec mes étudiants où je les force, là, je leur demande d'ouvrir leur caméra, je veux voir leurs mains pendant que je les vois se concentrer. Et je vais donc vous montrer à l'écran 5 nombres. Ces nombres-là seront affichés pendant 5 secondes. Donc, l'idée de l'atelier rapide est d'en retenir le plus possible. Je vous fais confiance, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas vous voir. On est actuellement 438. Je vous avouerai que je trouvais très intéressant l'idée de faire l'activité à 400 personnes. Mais donc, je vais vous demander évidemment de ne pas les noter, de jouer le jeu, de les retenir dans votre tête. Et dans l'onglet du chat, là, de la conversation,
des gens vont globalement placer un hyperlien qui va vous amener vers un formulaire Google. Et dans ce formulaire-là, vous aurez des espaces pour entrer à l'écran vos nombres. Avec les joies du partage d'écran, on pourra voir aussi vos différentes performances. Rassurez-vous, je ne vous demande pas d'indiquer votre nom. Donc, ce sera tout à fait anonyme, mais on aura un premier regard sur les capacités, je dirais, humaines associées à la mémoire. Et donc, quand le formulaire s'affichera, je vous laisserai environ 1 minute là, pour en inscrire le plus possible. Donc, je vous laisse vous organiser. Je place donc tout de suite le premier nombre qui s'en viendra en lice. Je vous laisse vous concentrer. Et voici donc le début de cette activité, le test de mémoire. Premier nombre, 490. Donc, je vous laisse 5 secondes pour le retenir, le regarder. 490. Le deuxième nombre, 3267. 3267. Le troisième nombre, 49 671. 49 671. Le quatrième nombre, 790 824. 790 824. Le cinquième et dernier nombre, 6 505 423. 6 505 423. Et le dernier, en bonus, je vais vous demander d'indiquer votre numéro de téléphone avec votre code régional. Et donc, vous avez retenu maintenant toutes ces informations. Vous avez dans le chat ou dans la conversation ou ici à l'écran un lien, un tiny URL qui va nous amener vers un Google formulaire. Et dans ce Google formulaire-là, on va tenter d'entrer un certain nombre de nombres. Donc, je vois déjà des nombres qui rentrent à l'écran. Je dirais que les 3 premiers sont des gens qui ont probablement cliqué avant et qui ont simplement retapé, mais les autres font, je dirais, tout à fait sens à la lumière de connaissances actuelles en neurosciences de l'éducation. Donc, je vais arrêter le partage de ma présentation ici et je vais glisser essentiellement à l'écran ces chiffres ici qui entrent à l'écran. Donc, on avait 400 personnes, il y en a pour l'instant une quarantaine, cinquantaine de personnes qui commencent à jouer le jeu et qui commencent à accéder au formulaire. De manière globale, on observe qu'on a, et je vais vous les représenter juste ensuite, là, on a un bon taux de succès sur les premiers nombres. Et ça se complexifie, je dirais, un peu plus tard en ce qui a trait aux autres activités. Je n'affiche pas à l'écran, vous l'aurez compris, vos numéros de téléphone, mais de manière globale, évidemment, probablement, avec une excellente hypothèse scientifique, on pourrait conclure que des gens à l'espace numéro 6 là, auraient pu rentrer leur numéro de téléphone. Donc, les activités, en fait, les chiffres entrent ici en live. Je trouvais intéressant, en fait, d'insister d'entrée de jeu sur l'intérêt de participer d'une manière globale à des activités avec vos étudiants dans l'interface Google. Que ce soit Google Formulaire au niveau de la collaboration ou Google Word, des PowerPoint à distance. Bref, l'environnement Google pour l'apprentissage en ligne, pour moi, a été au départ, en tout cas de mon expérience comme formateur, très salvatrice, je dirais, et extrêmement intéressant. Donc, le but n'était pas d'ici de vous dire que vous n'étiez pas intelligent parce que vous n'aviez pas appris un certain nombre de nombres par cœur. Mon but ici était, je dirais, d'aller éventuellement vers, je dirais, une théorie de base sur les modèles d'apprentissage et sur la mémoire en elle-même. Pour ceux qui s'intéressent, donc je vous renomme les nombres ici, il y avait 490, 3267, 49 671. En moyenne, là, quand je fais cette activité avec mes étudiants à l'UQAM, tout le monde se rend au nombre 2.
Puis au nombre 3, c'est assez rare. Je vous dirais que j'ai déjà eu un étudiant autiste, Asperger, qui les a tous retenus. Mais je dirais que de manière normale, en général, on se retrouve systématiquement avec des gens qui sont capables de retenir 2 nombres ou au total 7 chiffres. Hein. Et je vous dirais que ces 7 chiffres-là sont importants et seront au centre peut-être du début de ma présentation ou du premier message, je dirais, associé à ma présentation. Donc, dans un modèle très classique de base en neurosciences cognitives, on va, je dirais, insister sur le fait qu'un apprenant va apprendre de son environnement externe. Quelqu'un qui est en train d'apprendre se trouve à utiliser ses sens, ses muscles, son registre sensoriel aussi va intervenir, et j'y reviendrai, de manière à acquérir une nouvelle information qui, elle, va être située dans un lieu virtuel qu'on appellera la mémoire de traitement. Ce qui est intéressant de rappeler dans cette mémoire de traitement, c'est que pour des humains dits normaux, neurotypiques, je dirais, on a environ 6 ou 7 espaces de mémoire de traitement. Et c'est un peu normal en conséquence que la grande majorité d'entre vous ayez effectivement retenu les 2 premiers nombres. Et que quelques secondes plus tard, quelques opérations cognitives plus tard, où je vous aurais demandé de stocker un peu plus long terme, puis bon, le long terme est assez court, c'est-à-dire 1 minute après, où je vous demande de cliquer un lien, puis ensuite de me redonner ces nombres-là que vous avez appris à long terme. Si on refaisait le test la semaine prochaine, ce ne serait peut-être pas à si long terme que ça. Je crois que plusieurs auront retenu peut-être le premier 490. Mais dans ce modèle cybernétique de la mémoire, et je dirais dans une approche, je dirais, pas tant récente, mais pour laquelle il y a une importance accordée qui est beaucoup plus importante à l'idée de long terme. Hein. Vous aurez entendu parler de deep learning. Vous êtes en formation professionnelle et technique. Ce qui est important dans les mouvements ou les approches curriculaires, dans les compétences, c'est vraiment cette idée qu'on forme des gens puis qu'ils s'en rappellent longtemps et qu'on mette de côté peut-être des apprentissages purement théoriques où les apprenants vont avoir finalement oublié après une semaine. Et je dirais quand on retourne à l'apprentissage en ligne, il est important de rappeler l'importance de ces apprentissages à long terme-là et de rappeler aussi les limites des apprenants et de leur mémoire sur le long terme. Quand un apprenant va apprendre de nouvelles connaissances, tout comme vous l'avez fait maintenant, ben, on va se mettre à stocker de l'information dans 6, 7 ou 8 espaces de mémoire. Et quand je vais finalement donner un cours théorique sur ces espaces de mémoire-là et que je commence à être un peu plus long que d'habitude, ben, je me mets éventuellement à commencer à jouer dans la mémoire de traitement. Et si je ne me laisse pas la place pour stocker tout ça vers le long terme, ben, je me trouve à enseigner par-dessus, puis peut-être même enseigner pour rien et à faire en sorte que les élèves oublient assez rapidement, je dirais, le temps qu'ils viennent de passer avec le prof. Donc, l'idée, c'est que pour traiter des objets dans la mémoire de traitement, les objets doivent provenir de l'extérieur ou de la mémoire à long terme. On peut rappeler des connaissances antérieures qui vont ensuite être rappelées. Et que pour n'occuper qu'un seul espace, ils doivent être simples ou automatisés. D'où l'idée de vous demander de me donner votre numéro de téléphone, hein, parce que vous avez, je dirais, automatisé ces chiffres-là qui en ont beaucoup plus que 7, hein, par différentes stratégies et par différents, je dirais, contextes d'apprentissage, vous aurez réussi à les automatiser. Et pour faire passer donc des objets vers l'espace à long terme, il faut mettre en place ces différentes stratégies-là. Je rappelle, et je l'ai dit, il y a un maximum de 7 à 8 espaces de traitement pour chaque individu en moyenne. Puis, une nouvelle information ne peut rester dans le cerveau, selon ce modèle-là, de plus que 15 secondes sans être rappelée. Puis, quand un concept, une procédure est souvent liée à d'autres dans la mémoire de traitement, alors il peut commencer à occuper un peu moins d'espace, un peu moins de cases, peut commencer à s'automatiser et donc finir par être intégré à la mémoire à long terme. Donc, dans des implications, quand vous êtes avec des apprenants, où au final, ben, vous commencez à apprendre dans un nouvel environnement en ligne, ben, il est important, je pense, de rappeler de ne pas surestimer les capacités de la mémoire de traitement. Beaucoup d'entre vous avaient certes des activités pratiques pour lesquelles les apprentissages théoriques vont avoir eu l'occasion, je dirais, d'être remis en contexte, d'être utilisés, réutilisés.
mais lorsqu'on passe en ligne, et peut-être, et là c'est mon hypothèse, bien que je ne sois pas expert en FPT, mais dans ce contexte-là, il y a potentiellement un enjeu qui est celui de séparer l'enseignement théorique de l'enseignement pratique où vos étudiants vont venir dans les centres de formation. Et lorsqu'on va se mettre à donner des formations en ligne, il ne faudrait peut-être pas tomber dans le piège de vous mettre à faire des longs cours de 3 heures en donnant toute la théorie d'un coup. Hein? Et ça, je pense que c'est important, cette idée de ne pas surestimer les capacités de cette mémoire de traitement. Il est donc préférable d'organiser l'enseignement-apprentissage sur de petites, multiples séquences d'apprentissage, et on parlera d'asynchrone, de synchrone, etc., juste ensuite dans ce langage-là qu'on a entendu, notamment dans les médias chez Patrick Lagacé. Mais donc, il y a un intérêt, je dirais, au niveau cognitif, de séquencer les apprentissages et vos séquences d'apprentissage autour de petites séquences qui font du sens. Il est donc important de répéter et de varier les manières d'aborder des nouvelles informations à apprendre. Puis il est important aussi de prendre du temps pour donner du sens à ces nouvelles informations-là, en les mettant notamment en lien avec d'autres informations déjà apprises qu'on va avoir récupérées de la mémoire à long terme. Parce que ce qu'on sait, dans les deux facteurs qui se trouvent à faciliter au maximum, je dirais, le fait de stocker sur le long terme l'apprentissage, deux facteurs fort importants, l'idée de répétition et l'idée de signifiance. Donc, si on ne répète pas et qu'au final, on se retrouve à finalement enseigner dans des perspectives complètement décontextualisées, ce qui est peut-être plus difficile en FP, mais ce qui est plus facile en sciences où on parle de masse, de courbes et d'un certain nombre d'enjeux. Ces deux facteurs-là sont intéressants et je dirais à garder en tête. Deuxième partie, je dirais, de ma présentation, des conditions essentielles à l'apprentissage en ligne, papier de l'Université du Texas, repris chez Edutopia, où on rappelle qu'avant toute chose, il faut que votre apprenant, et je dirais même l'enseignant, soit bien. D'accord? Et je n'irai pas là-dedans puisque ma collègue Nancy de l'Université du Québec à Trois-Rivières cet après-midi en fait un atelier, donc je n'irai pas du tout dans cette perspective-là. Mais on s'attend qu'évidemment, en période de pandémie, si on a des apprenants dans le jus avec 2 bébés dans les bras, qui ont des difficultés, du stress financier, ces gens-là vont évidemment avoir des difficultés à apprendre, puis à faire en sorte que des informations vont être stockées dans leur mémoire à long terme. Le deuxième élément qui est extrêmement important, qui est au centre de ma présentation, est l'idée d'engager vos apprenants. Beaucoup d'experts, beaucoup de psychologues en sciences cognitives rappellent qu'on ne peut pas apprendre sans qu'on s'engage dans une tâche d'apprentissage. Les gens de l'Université du Texas soutiennent ou évoquent, je dirais, 4 éléments, 4 C qui vont favoriser l'engagement. L'idée de varier les approches pour faire apprendre du contenu. L'idée de mettre en place des moments de collaboration où après, voire avant un exposé théorique, les gens ont l'occasion de discuter, de confronter les idées et d'en discuter. L'idée de proposer de saines compétitions, et je l'ai moi-même expérimenté, mes étudiants adorent, mais quand le cours s'en vient un peu plus long, l'idée de mettre un petit caout ou une petite compétition avec des vrais ou faux entre deux équipes font en sorte que soudainement, on a une classe qui s'engage et qui se met à peut-être se ramener devant l'écran d'une manière un peu moins assoupie que les moments précédents. Et l'idée de ne pas oublier cette idée de création, c'est-à-dire qu'on veut, dans la taxonomie de Bloom, viser des apprentissages complexes où on amène non seulement à faire apprendre certes de nouvelles informations, mais que ces nouvelles informations-là peuvent être réutilisées, peuvent servir à créer des éléments pour arriver à générer une structure cohérente, intéressante et qui est relativement authentique par rapport à la vraie vie. Je n'ai pas à vous convaincre, vous, en formation professionnelle, de la pertinence des compétences, quoique dans d'autres domaines, c'est moins évident, mais cette idée donc de compétences au centre de programme de formation où on amène non pas les apprenants dans la taxonomie de Bloom de bas niveau à essentiellement apprendre par cœur, mais à mettre en œuvre, je dirais, l'utilisation et à utiliser dans des tâches complexes et dans des compétences complexes les nouveaux apprentissages. Et le dernier élément qui est fort important est cette idée de démultiplier la rétroaction. Et je vous dirais qu'autant en salle de classe, il est assez facile par du non-verbal, par des questions posées en direct, par des mini-tests,
ou par un regard, une observation où je suis un prof de construction et je vois qu'un de mes étudiants est en train de couper de la mauvaise manière ou de poser ou de couper des cheveux avec une technique qui n'est pas appropriée, c'est en ce sens-là extrêmement, je dirais, pertinent de rappeler que la rétroaction va être essentielle pour vos apprenants, va être essentielle aussi pour vous pour comprendre où se situe la classe, parce que dans mes constats moi-même comme formateur depuis mars dernier, on se rend compte que les classes peuvent devenir assez facilement passives. On veut fermer les micros pour ne pas entendre les bruits ambiants de toutes les caméras. On voit différents étudiants qui, en ligne, ont certaines, je dirais, difficultés ou certains dégoûts à ouvrir leur caméra, ce qui fait que la partie de rétroaction en ligne, en groupe, hein, je vois dans l'idée d'apprentissage individualisé et dans les questions du chat, et je vais y arriver, mais ne pas oublier cette dimension-là de rétroaction qui est fort importante et je dirais encore plus importante parce qu'elle n'est pas comme intuitive dans des classes de groupe d'enseignement en ligne. L'idée d'engagement ou des travaux de Fredericks, Blumenfeld et Paris rapportent que c'est un concept qui est multidimensionnel. Donc, vous, comme enseignant, vous allez souvent observer l'engagement par l'observation, c'est-à-dire regarder un apprenant en train d'apprendre et s'il n'est pas endormi ou s'il n'a pas l'air de regarder par la fenêtre ou s'il n'a pas l'air en train d'être dans son cellulaire sur sa caméra dans son ordinateur, son comportement nous montre qu'il est potentiellement en train de vous écouter. Deux dimensions qui sont souvent plus difficiles je dirais, à comprendre ou à caractériser, et cette idée de savoir si la personne met effectivement et dans quelle mesure des ressources cognitives à la tâche et dans quelle mesure elle est disposée de manière émotive, je dirais, à entrer, là, dans son caractère émotif. Quelques résultats de recherche donc sur l'engagement en ligne qui viennent d'abord de travaux de recherche associés au MOOC, puis ensuite des travaux de recherche que nous, on aura pu mener. Première étude sur les MOOC réalisée par Go, Quim et Ruben en 2014 ont analysé tous les cours de EDX. Donc, EDX qui est une plateforme d'apprentissage où on peut suivre sur les Massive Open Online Courses différentes vidéos associées à différents contenus. Dans ces MOOC-là, dans ces 6,9 millions de vidéos qui ont été analysées, on a conclu et observé que les vidéos plus courtes sont effectivement plus engageantes. Hein, que des vidéos, par exemple, de 6 à 8 minutes semblaient être des vidéos qui étaient celles qui étaient les plus regardées ou qui étaient les moins arrêtées. Hein, on a observé dans les comportements puis dans l'engagement comportemental que beaucoup d'étudiants commencent des vidéos et que d'une manière très intéressante, même si vous avez produit une vidéo de 8 minutes, il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont même pas se rendre à la fin, hein, qui vont avoir eu des exercices puis qui n'auront même pas senti le besoin de se rendre à la fin ou à la conclusion. Ils auront regardé le début, eu l'impression qu'ils ont compris et ils auront éventuellement finalement compris et arrêté la vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'investir dans la post-production est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on voudra éventuellement ajouter dans les vidéos le visage du présentateur. Si on déshumanise complètement ce présentateur-là et qu'il se situe, je dirais, plutôt en voix off, les gens ont moins tendance à rester longtemps dans les vidéos. Donc, il y a une pertinence à avoir, oui, du contenu dans une présentation PowerPoint ou dans une vidéo d'un écran ou d'un atelier qui pourrait être filmé, mais aussi de mettre quelque part le visage de la personne qui présente ou du formateur est fort intéressant aussi. Puis, d'une manière aussi surprenante, il semblerait que les vidéos produites par des profs eux-mêmes, dans leur environnement, dans leur sous-sol, comme vous vous trouvez chez nous, dans un environnement qui est plus personnalisé, avec une approche plus personnalisée, a tendance aussi à être plus engageant dans ces 6,9 millions de vidéos-là, que des vidéos qui sont avec une facture totalement professionnelle, produites en studio, et qui font en sorte qu'au final, on a donc des gens qui vont éventuellement se désengager. Un regard sur certains de nos travaux de recherche liés à l'engagement. Nos travaux sont menés à l'UQAM en collaboration avec le Tech 3 Lab de HEC Montréal.
Dans ce Tech 3 Lab-là, on a une série de salles pour lesquelles on va carrément connecter des apprenants. Je vois là dans le chat que des personnes là évoquent les principes de Mayer et des multimédias. Je retiendrai la question et j'y reviendrai. Mais je noterai par contre que l'intérêt d'un engagement émotif et non pas que cognitif fera partie, je dirais, des discussions récentes en sciences de l'éducation par rapport à l'idée d'engager autour de vidéos, mais j'y reviens. Donc, dans le Tech 3 Lab d'HEC Montréal, on voudra collecter en direct des données sur les 3 dimensions de l'engagement, à savoir quelqu'un qui est sur une tâche en train d'apprendre, il est devant un ordinateur la plupart du temps, à l'écran, en train de réaliser quelque chose, et on collecte des données sur qu'est-ce qu'est en train de faire la personne, est-ce qu'elle a les bonnes réponses dans un questionnaire, etc. On collecte aussi des données d'oculométrie où on veut voir où est-ce que regardent les personnes, est-ce qu'elles ont bien lu les questions. Quand on leur donne des pièges, par exemple, dans des choix de réponse, est-ce qu'ils vont les regarder? Bref, dans notre labo, on veut mieux comprendre l'apprentissage et on veut le faire avec des données notamment traditionnelles, qui sont les données comportementales, mais on veut aussi aller un petit peu plus loin et coupler ces données-là à des données cognitives et émotives. Donc, pour collecter de l'engagement cognitif, on va placer dans plusieurs travaux, dans plusieurs de nos études, des casques d'électroencéphalographie, où ces casques-là vont être capables de nous renseigner sur l'engagement cognitif. Donc, on va mesurer la charge cognitive des apprenants. Donc, ces travaux-là viennent des travaux de la NASA, où on a tenté de mieux comprendre l'engagement des pilotes d'avion et l'engagement des astronautes sur du long terme. Donc, à partir de données d'EEG, d'électroencéphalographie et de différentes mesures des signaux bêta sur des signaux alpha, on est capable d'avoir en temps réel une mesure continue des ressources cognitives qu'un apprenant va consacrer à une tâche. D'autres travaux montrent que l'émotif peut avoir aussi une certaine influence et on va se servir de 2 logiciels. Un logiciel qu'on appelle Face Reader qui va faire de la reconnaissance faciale des émotions et un autre capteur qu'on va placer sur le poignet d'une personne qu'on appelle de l'activité électrodermale. C'est le genre de capteur qu'on a dans les locaux de police quand on va passer des gens à détecteur de manchons. Donc, l'idée dans notre labo est de synchroniser tous ces signaux cognitifs, émotifs et comportementaux de manière à mieux comprendre l'apprentissage. Et je vais vous donner des exemples de ce qu'on aura pu apprendre par rapport à l'engagement depuis quelques années. Donc, dans un premier projet qui était destiné à l'apprentissage des sciences, on présentait aux apprenants à l'écran des problèmes où on s'intéressait à la contextualisation. Donc, sans aller dans les détails de ce projet-là, je vous montre ici l'interface. La figure vient d'un article publié dans le Journal of Visualized Experiment où on explique un peu notre protocole méthodologique. Mais globalement, en bas, un peu comme un logiciel de montage vidéo, on a des données en temps réel qui entrent et synchronisées avec le vidéo d'en haut. Les petits points rouges sont où est-ce que regarde la personne et avec des données oculométriques, il est vraiment possible de suivre le regard d'une personne, de déterminer que cette personne-là est en train de lire le problème syllabe par syllabe. Et on a aussi d'autres données qui entrent en temps réel, qui sont des données cognitives, des données d'activité électrodermale sur le poignet et les données de reconnaissance faciale des émotions où on peut voir si la personne vit des émotions positives ou négatives. Ce qu'on a appris à la lumière de cette expérience-là, c'est que d'une manière inattendue, nous posions d'entrée de jeu que plus des gens étaient engagés, plus ils apprenaient. Hein? Et tantôt, des gens dans le chat parlaient d'individualisation. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un groupe de gens, hein, et à l'écran, on a un graphique où en Y, on a le score des gens qui performent à tous nos problèmes. On avait une vingtaine de problèmes et on a des gens qui s'engagent en bas au niveau cognitif. Et il y a des gens qui s'engagent peu et qui performent bien. Hein? Donc, des élèves, dans le fond, qui, au final, vont trouver ça vraiment facile, ce qu'on fait. Et ce groupe-là, il n'est pas à négliger en apprentissage à distance. Il y a des gens qui vont se désengager parce que la tâche, elle est trop facile. Et d'où l'idée d'individualiser différents problèmes et différentes tâches de manière à s'assurer d'engager un peu tout le monde.
Puis ensuite, dans le temps, ben, on a des gens qui vont être désengagés et qui vont globalement assez peu s'engager. Et lentement, mais sûrement, ces gens-là, ils vont se mettre à s'engager pour atteindre un certain plateau qui est au final, globalement, cette idée de performer parce que je suis bien engagé, puis parce que je suis bien engagé, je performe bien. À droite, on a le même genre de graphique avec à peu près la même courbe, où on voit que la dimension émotive prédit effectivement l'apprentissage également. Si des gens qui se trouvent la tâche, qui sont négativement, je dirais, qui vivent des émotions négatives durant les tâches, on se rend compte que ces gens-là ont tendance à se désengager et à moins bien performer. Donc, d'où l'intérêt d'une collecte ou d'avoir un regard sur l'émotif, sur l'émotif qui est un facteur intéressant et important dans l'engagement et qui joue un rôle également sur l'apprentissage. Deuxième projet de recherche où on s'est intéressé un peu en lien avec le papier que j'ai présenté tantôt sur EDX, on s'est intéressé à l'influence du style de production de vidéos. On voulait un peu tester, je dirais, nos instruments, tester le labo à ses débuts et on a testé, je dirais, l'influence de la qualité d'un vidéo produit où on s'est dit à l'époque, ben, on va prendre un top vidéo qu'on appellera une condition A, un vidéo riche dans lequel on a investi en infographie et dans lequel on avait une personne qui enseignait un cours. Et dans la condition B, une vidéo peu riche, on a placé cette même personne-là avec exactement le même contenu. Et cette même personne-là, on l'a capté son cours dans une salle de classe avec une vidéo derrière la classe. Et notre idée à nous était de collecter des données en temps réel pendant la classe et de voir dans quelle mesure est-ce que différentes vidéos étaient engageants ou pas et si le style de production vidéo se trouvait à avoir une influence sur l'apprentissage, mais aussi sur des données pendant, à savoir l'engagement cognitif ou émotif. Dans les données qu'on a obtenues, en toute transparence, on n'a pas vu de différence dans une vidéo de 11 minutes, 800 secondes, d'une manière globale. Donc, on regarde la ligne rouge où on voit que dans le temps, le prof se trouve à lentement mais sûrement désengager les apprenants. Mais je vous rappelle ici qu'on n'a pas la mesure de l'engagement d'un prof, mais la mesure de l'engagement de quelqu'un qui regarde un prof en train d'enseigner à l'écran. Et en bleu, la condition enrichie. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que pour de 0 à 400 secondes, de 0 à 6 minutes, il n'y a pas de différence, mais qu'à partir de 6 minutes, donc entre les deux conditions, donc si on fait l'intercept entre les deux courbes, dans ces moments-là, un peu plus tard, sur le long terme, qu'il y a un intérêt à consacrer, je dirais, des ressources, puis à faire en sorte qu'au final, on se retrouve à avoir des gens qui vont rester engagés. Donc, dans la condition riche, on a des gens qui restent engagés longtemps pendant tout le 11 minutes et c'est croissant. Dans la condition moins riche, où on a une capture d'une salle de classe qui est moins intéressant, donc moins engageant pour la formation à distance et qui semble avoir un seuil qu'on a revu dans un certain nombre d'autres travaux autour de 6 minutes, où après 6 minutes, il y a une différence entre les deux conditions. Donc, depuis le début, je parle du 6 minutes, je parle de capsules et j'évoque cette idée en formation en ligne de tendre peut-être à éventuellement commencer de votre côté à faire de courtes et petites vidéos de 6 à 8 minutes. Beaucoup de mes collègues à l'UQAM, moi-même, j'ai eu le premier réflexe d'avoir des cours en synchrone à distance pendant la pandémie, où je donnais mes mêmes cours de 3 heures au début et je me suis vite rendu compte qu'un Zoom de 3 heures n'était pas du tout adapté et qu'éventuellement, mon idée était de commencer à réduire mes cours, même éventuellement de couper mes cours et de passer complètement en ligne et complètement en asynchrone dans Moodle et d'avoir un système où j'étais capable de suivre de manière quasi automatique mes étudiants qui passent de la capsule 1 vers un mini-test, vers un mini-test, vers la capsule 3 ou d'une manière, je dirais, un peu plus je dirais globale, j'étais capable de suivre mes flux d'étudiants et d'intervenir d'une manière, je dirais, un peu plus directe auprès des étudiants en difficulté, auprès des étudiants qui étaient peut-être moins engagés. Ce qui fait que
mon idée ici n'est pas de vendre exclusivement l'idée de faire des capsules vidéo, mais qu'un certain nombre là, de connaissances et de travaux montrent que pour engager des apprenants, l'idée d'avoir quelques capsules vidéo et des séquences courtes de capsules vidéo complètement en ligne et complètement en asynchrone pourrait être une stratégie gagnante et je dirais viable pour un prof qui a à gérer des grands flux d'étudiants. Je suis rendu à 34 minutes, peut-être pour les 5-6 dernières minutes. Je veux parler de rétroaction et de ressources que j'ai trouvées intéressantes dans mon apprentissage moi-même dans Moodle. Peut-être rappeler là, et les travaux d'Atti que vous connaissez sûrement. Donc, Monsieur Atti a fait une métasynthèse de métasynthèse ou une méta-analyse. Donc, dans un document de 2009 qui s'appelle Visible Learning, et soyons clairs, là, dans Visible Learning, ce document-là, il y a des critiques statistiques et je ne veux pas aller dans ce genre de débat-là, mais quand on a analysé toutes les études en sciences de l'éducation qui faisaient des synthèses sur des facteurs qui influençaient l'apprentissage, un des facteurs qui génère le plus d'impact sur les apprenants est la capacité de l'enseignant à donner du feedback à ses apprenants. Plus je suis capable de donner du feedback, plus mon apprenant sait où est-ce qu'il se situe, plus je suis capable de donner du feedback, plus moi, comme formateur, je sais où se situent mes apprenants et je suis capable d'orienter et d'adapter mon enseignement directement face à ma classe et face au niveau où sont rendus la classe. Et je dirais que donc qu'en enseignement en ligne, il y a toute une pertinence à être capable de faire en sorte de planifier, je dirais, votre évaluation et de planifier vos moments de feedback. Une de mes erreurs, je dirais, au début, était d'enseigner en direct, en synchrone. On pose la question sur la chat, la différence du synchrone et de l'asynchrone, et on vient de répondre. Mais une de mes stratégies était donc une de mes stratégies était donc de planifier, je m'excuse. Quelqu'un vient de partir l'imprimante, ça fait partie des joies du direct. Donc, une de mes stratégies, je dirais au début de mon enseignement-apprentissage, était celui d'enseigner, hein, et qu'au final, ben, on enseignait et on allait chercher peu de données sur qui avait appris jusqu'à la mi-session, jusqu'à la fin de session. Donc, cette idée de doper l'évaluation et le feedback, les moments de rétroaction sont fort importants. Et je vais insister ici sur la pertinence de bien planifier l'enseignement et de bien planifier aussi les moments de rétroaction où vous collectez des données sur votre classe, où vous êtes capable à distance, en étant plus loin, plus distancé de votre classe, capable, je dirais, de savoir qui est en train de bien performer, quelles sont les difficultés rencontrées par les apprenants et dans quelle perspective ben, vous devrez réajuster potentiellement votre apprentissage. Surtout si vous vous mettez à faire des capsules vidéo où a priori vous avez fixé dans le temps un certain nombre de contenus, il est important d'ajouter des moments de feedback pour s'assurer que tout le monde suit bien la séquence logique que vous aviez éventuellement planifiée, puis d'assurer d'apporter de l'input hein, ou d'apporter des informations complémentaires si on se rend compte qu'il y a des difficultés. Je passe rapidement à la dernière mon avant-dernière diapo sur la tricherie où on a observé depuis le début de la pandémie qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui ont trouvé des stratégies pour mieux performer. Dans votre contexte à vous, ce sera intéressant parce que le pratique hein, dans le centre de formation fera en sorte que ce sera plus difficile, mais dans des cours en sociologie qui se donnent purement et essentiellement en ligne, on a observé, pas nécessairement à l'UQAM, mais un peu partout dans le monde, des hauts niveaux de tricherie, ou en tout cas des niveaux de tricherie assez élevés. Et à noter que des X, hein, qui donnent des MOOC à l'international, ont réalisé qu'ils étaient capables de baisser le niveau de tricherie de 30%, notamment en faisant signer un code d'honneur, hein, où au début de semestre, on demande aux apprenants de s'engager à ne pas tricher, de ne pas avoir de comportement malhonnête. Donc, cette sensibilisation-là peut être intéressante et importante. Et dans cette idée de rétroaction-là, pour mieux comprendre ce qui se passe dans la classe, ce sera quelque chose qui pourrait peut-être être intéressant pour vous, tout en rappelant qu'une tâche complexe qui se réalise par une personne, ben, c'est difficile de la tricher, évidemment. Quelques idées, ressources et outils pour terminer ma présentation. Donc,
D'une part, attirer votre attention sur cette ressource fort intéressante produite par Innovation Collège Sainte-Anne à Montréal qui rappelle les 5 points importants d'une séquence pédagogique à distance. Je n'ai pas le temps de tous les présenter, vous allez voir que le tableau va loin, mais pour chaque élément, on présente une série d'outils qui sont soit sous abonnement, soit gratuits. Hein, cette idée de choisir une plateforme de cours qui est adaptée, je regarde dans le chat depuis tantôt, on parle de Moodle, qui de mon point de vue, selon les différentes versions, est un environnement numérique d'apprentissage intéressant. Pour avoir moi-même travaillé avec Teams, à moins d'aller dans des fonctionnalités complexes, j'ai personnellement plus de difficultés à suivre beaucoup d'étudiants dans Teams, où on perd un peu le fil et on a un certain nombre de difficultés à mieux comprendre l'apprentissage d'un grand groupe d'étudiants. Il y a des stratégies pour le faire, mais personnellement, de viser des environnements numériques d'apprentissage spécialisés dans ce domaine-là est, de mon point de vue, une première stratégie gagnante. L'idée de différencier les tâches, et on en a parlé un petit peu plus tôt, pour favoriser l'engagement de tous et non pas faire en sorte que des élèves en difficulté vont se désengager rapidement parce que les tâches sont trop complexes pour eux, ou que les élèves qui trouvent la tâche trop facile soient aussi désengagés. Évidemment, repenser la manière d'enseigner, peut-être de reprendre des séquences vidéo beaucoup plus courtes que ce qu'on avait, je dirais, notre habitude de faire. En étant en centre de formation, vous pouviez certainement donner des petits bouts théoriques et ensuite des petits bouts pratiques. Tout le contexte de la pandémie nous amène à repenser cette séquence-là de manière à faire en sorte qu'éventuellement tout ça sera efficace et bien imbriqué. Il est important de ne pas oublier la collaboration et l'interaction, que ce soit avant, pendant et après les cours, parce que dans des éléments qui montrent qui favorisent l'enseignement-apprentissage, il semblerait que cette interaction-là et cette collaboration-là, je trouve, à le favoriser. Je passe là et je ne vais pas là-dedans, mais sur le site de Sainte-Anne, et comme je vous disais, vous aurez les liens, on a à la fois des checklists, puis des éléments, des trucs, des éléments de suivi, mais aussi des outils et des plateformes là, qui pourront peut-être vous inspirer pour chacune de ces dimensions-là de l'enseignement en ligne. Puis je finis par 3 coups de cœur et une petite vidéo qu'on a produite à l'UQAM. Donc, 3 coups de cœur pour, je dirais, rendre intéressante l'apprentissage. Tout le monde connaît Kahoot, donc j'en ai peut-être moins parlé, K-A-H-O-O-T, qui permet de faire de petites compétitions à l'intérieur des cours en direct. Et pour ce qui est de l'asynchrone, où je suis en train de faire une capsule vidéo et que mes apprenants vont sur Internet écouter le vidéo sans que moi je sois présent, 3 applications, Learning Apps, qui vous permettent de faire de petits jeux, des quiz, des associations. Tout ça est très graphique, très ludique, mais très puissant également, qui pour moi est un moyen là, de faire du suivi de qui est capable de faire quand et quoi. Deuxième application orientée plutôt sur le théorique qui s'appelle Socrative, qui vous permet de faire des quiz et vous pouvez linker des résultats de Socrative de manière à pouvoir éventuellement débarrer d'autres sections de votre Moodle et de suivre comme ça, de faire une série de séquences de courtes vidéos, puis d'envoyer les gens dans Socrative, puis une autre courte vidéo et Socrative, etc. Et finalement, la dernière chose est le Edpuzzle, qui est mon grand coup de cœur, où il est possible de faire des vidéos plus longues, mais à l'intérieur de la vidéo, pour pouvoir débarrer le reste de la vidéo, il y a des questions qu'on peut insérer dans la vidéo. Donc, on peut stratégiquement arrêter notre vidéo, poser des questions à l'apprenant à la lumière de la première séquence vidéo qu'on vient de donner. Puis ensuite, si on a la bonne réponse, on ouvre la prochaine séquence. Si on a la mauvaise réponse, on peut faire du feedback, envoyer vers d'autres questions, etc., ce qui peut être intéressant pour les apprenants. Dernier lien que je n'irai pas voir avec vous, comment réaliser des vidéos si on décide de passer vers le synchrone ou l'asynchrone. Zoom est une plateforme intéressante qui vous permet de vous auto-enregistrer tout seul avec votre propre PowerPoint, avec une image à l'écran, puis peut-être une bonne manière de le faire. Si on veut aller dans une perspective peut-être un petit peu plus professionnelle, il y a un logiciel gratuit qui s'appelle OBS. Mon étudiant de doctorat, Hugo, on a fait un tutoriel et à l'UQAM, on forme au bac en enseignement des sciences en première année. On forme les étudiants à utiliser OBS. L'avantage d'OBS, c'est qu'il est possible de devenir son propre aiguilleur, donc de programmer, en guillemets, des scènes dans lesquelles on commence en étant en grand plan avec notre visage, bonjour, le logo de l'UQAM, etc. Ensuite, on s'en va dans une deuxième scène où on a le PowerPoint qui est présenté, puis le visage à l'endroit qu'on veut bien le positionner.
puis une troisième scène peut-être où on fait disparaître le visage, et en pesant sur des raccourcis, il y a moyen de s'enregistrer et de produire ces vidéos-là d'une manière très, très professionnelle, de grande qualité, avec une série de contrôles, là, je dirais, à la fois sur le son, la vidéo, etc. Ce qui fait que pour moi, ça a été un coup de cœur et une découverte fort intéressante, le logiciel OBS. Et je vous ai mis ici les liens vers le télécharger et vers une espèce de première petite séquence de comment se familiariser rapidement en 5 minutes avec OBS. Donc, ça conclut globalement ma présentation d'aujourd'hui sur l'engagement et sur les facteurs qui sont associés à cet engagement. Et évidemment, je suis ouvert là, à différentes questions et commentaires. Je vais juste, excuse-moi Patrick, je vais juste mettre au clair à tout le monde que la présentation va être sur le site du CPQ. De vérifier pour les présentations et si ils vont être partagés là. Peut-être, si je peux me permettre, on a posé une question fort intéressante, puis je vous laisserai peut-être aller vers d'autres questions si vous en avez pu passer. Là, je suis entre 3 écrans dans mon sous-sol, donc je n'ai pas tout vu. Mais de manière, il y a quelqu'un qui posait la question sur le modèle de Maillère, hein, sur l'idée de richesse de contenu, et de rappeler que ce modèle-là est presque exclusivement orienté sur le cognitif. Et dans une des critiques du modèle de Maillère, on rappelait que certains éléments émotifs vécus par les apprenants vont se trouver à bloquer l'engagement cognitif des apprenants. D'où l'idée d'avoir une collecte de données en temps réel où on peut avoir à la fois du cognitif et de l'émotif et voir dans quelle mesure on est capable de trouver ce qu'on appellera des points de friction. Donc, des moments où dans des cours, dans des formations, que ce soit en salle de classe, en direct, à distance, où je dirais qu'on a travaillé avec HEC, avec des compagnies qui forment des employés, on s'est rendu compte qu'il y a des moments où il y a de la frustration vécue par l'interface, par les questions posées, va faire en sorte qu'un lourd moment émotif négatif va faire en sorte qu'au niveau comportemental, tout va arrêter et au niveau cognitif, il n'y aura plus de ressources cognitives qui vont être placées dans ce contexte-là. Donc, d'où l'intérêt et l'importance de collecter, en guillemets, des données émotives et cognitives en même temps, puis de repérer des pics dans nos données de manière à mieux comprendre ce qui se passe au global pour nos apprenants. Puis d'où l'idée aussi, et une suggestion dans un papier, de bonifier ce modèle de Mayer ou de Clark and Mayer pour tenter d'y intégrer une dimension émotive. Est-ce que vous avez vu, chers collègues, Catherine, Chantal, d'autres questions? Non, j'ai pas vu d'autres questions à part, bon, bien vers le tutoriel, OK. Non, les gens ils commentaient beaucoup, ils sont très contents de ta présentation, tout ça, mais questions telles quelles, je n'ai pas vu beaucoup passer. Sur la tricherie. Je ne connais pas bien le contexte de l'AFP, mais clairement, hein, dans nos contextes, il est assez difficile de placer des étudiants derrière des écrans, hein, donc de s'assurer qu'on a notre apprenant et que c'est lui qui fait l'examen, qui fait les exercices ou même qui fait le cours. Hein. Donc, il y a une première possibilité de tricherie qui a été documentée, où finalement, ben, on s'inscrit à des cours, on demande à quelqu'un qui est bon de le faire, puis pour diverses raisons, cette personne-là va le faire à notre place. À la TELUC, par exemple, je sais qu'on a eu des scénarios où on a demandé aux apprenants d'ouvrir leur première caméra pour qu'on puisse s'assurer que la photo de la carte étudiante est la photo de la bonne personne qui est en train de faire le cours, mais aussi d'avoir une deuxième caméra au-dessus ou en diagonale pour s'assurer que la personne n'est pas sur Facebook ou dans des médias sociaux et dans des ressources qui ne seraient pas permises. Donc ça, c'est une stratégie, mais qui est très lourde et complexe, je dirais, à mettre en place. Par ailleurs, évidemment, si vous, et c'est votre cas certainement en formation professionnelle, la partie théorique qui est à distance est peut-être plus ou moins intéressante d'être une donnée qui va être comptabilisée dans le système. Si pour vous, ce qui est important au final, c'est la compétence et la tâche qui va être réalisée à la toute fin. Donc, si quelqu'un est capable de faire une tâche complexe, c'est que nécessairement, il maîtrise les connaissances. Et peut-être que dans ce contexte-là, l'examen peut être orienté sur une tâche complexe qui serait difficile de tricher. Donc, plus la tâche est complexe et plus plus on lui donne accès à toutes les ressources qu'il veut pour répondre à votre tâche, puis que vous avez une certaine idée de ce qui peut être fait comme tâche et que vous contrôlez
le fait que c'est nécessairement cette personne-là qui l'a fait, il y a moyen de diminuer globalement les possibilités de triche. Évidemment, c'est beaucoup plus complexe de demander à quelqu'un de faire quelque chose puis de vous le présenter que de donner un examen à choix de réponse puis de dire ben, répondez à ça et je vous donne 40 sur 50. Puis finalement, le dernier élément, puis c'est ce que j'évoquais un peu plus tôt, cette idée de sensibiliser les étudiants à la triche. Et chez EDX, on s'est rendu compte qu'en faisant signer des codes d'honneur, on se trouvait à diminuer les possibilités de triche. On se trouvait à diminuer la triche avérée d'environ 30 %. On rendait le monde coupable. Ils se sentaient coupables d'avoir triché et il semble que ce soit efficace pour un certain nombre d'apprenants. Voilà. Là, je vois pas, je vois plein de commentaires, mais ça passe très vite. Effectivement, les gens parlent beaucoup de l'évaluation à distance là, actuellement. Là, c'est une problématique et bon, c'est d'ailleurs c'est difficile de faire les évaluations, c'est ça, c'est vraiment tout ça. Là. Absolument. Puis clairement, si de mon point de vue, puis on conclura peut-être là-dessus, mais si au final on se trouve à avoir des objectifs clairs sur qu'est-ce qui est important, et je dirais qu'est-ce qui est important dans le nouveau contexte. Hein? Fauci, le médecin américain qui est en charge de la santé publique, évoquait que le contexte à la normale, là, même si on a un super vaccin qui arrive bientôt, ne serait pas avant peut-être fin 2021, ce qui fait que pour un certain temps, remettre en question nos pratiques d'enseignement, c'est une chose, mais je pense qu'il faut aussi remettre en question les pratiques évaluatives et les modalités évaluatives, surtout si cette pandémie-là, elle est due pour durer. Je pense que ça fait partie des enjeux et des réflexions là, qui vont devoir être faits et être réalisés, parce que les anciennes pratiques évaluatives, les anciens tests ou examens qui étaient réalisés en centres peut-être qui sont encore efficaces, mais peut-être plus, parce que peut-être qu'ils sont plus adaptés au nouveau contexte en ligne où on a changé l'approche, où on a peut-être changé le contenu, où ce qui est appris est peut-être moins fait. Donc, évidemment, les évaluations de fin de sanction sont en présentiel. Actuellement, au secteur jeune, on a opté pour la stratégie de les annuler aux adultes, ce qu'on n'avait pas fait. Ce sera intéressant de suivre ce débat-là sur la sanction et sur voir dans quelle mesure il y aura effectivement d'autres examens de sanction plus tard. Mais en formation professionnelle et technique, si on veut graduer des gens, au-delà de leur ajouter une compétence nouvelle qui est peut-être celle d'être capable de désinfecter des environnements de travail, je pense qu'il y aura une pertinence à réfléchir aux enjeux d'évaluation et de comment on pourra faire la sanction des apprentissages après un contexte de distance. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense que je suis à la fin de mon temps imparti de toute manière. J'espère que j'ai été pertinent. Je vois beaucoup de commentaires positifs. J'en suis ravi et je vous souhaite comme ça une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Donc, les liens pour le 300 sont dans vos courriels.